Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche les amis. Un bon dimanche qui nous réunit sous l'égide du pain. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée du pain. Et malheureusement, il y a une ombre qui plane au tableau. Et oui, la baguette, notre baguette française est-elle en danger? On peut se le demander avec la hausse des prix des matières premières, la hausse du prix de l'énergie, les transports, l'essence qui manque, c'est terrible, hein. Ce matin, pour en parler, je reçois Dominique Enrac, le président de la Confédération nationale des boulangers. Bonjour Dominique Enrac. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin en studio pour évoquer ce sujet, la baguette est-elle en danger? On en entend beaucoup parler parce que les boulangers se plaignent évidemment d'être un peu entre le marteau et l'enclume. Un prix qui est, comme on va dire, capé, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser certains seuils, et en même temps la hausse des matières premières et la hausse du prix de l'énergie qui n'est pas neutre non plus, les transports en plus avec les problèmes d'essence inhérents à la situation. Vous n'êtes pas à la fête à la boulangerie là? C'est vrai qu'on a en ce moment, c'est un petit peu compliqué, je dirais. Alors le prix n'est pas vraiment capé d'une manière, le prix n'est plus taxé légal, depuis 86. Oui. Voilà, il est capé parce qu'il y a un prix de marché et c'est vrai qui a toujours été assez bas, enfin en tout cas très raisonnable. Et on le voit, 23 centimes en 20 ans qu'elle a pris. Donc ça reste raisonnable. Là, ça a pris quelques augmentations dues aux matières premières. Alors les matières premières, on peut en parler. C'est vrai que là, par exemple, la farine a pris entre 20 et 30%. La levure, dont on parle peu, 70%. Bon, il y a d'autres matières premières comme le beurre, le sucre, etc. qui rentrent pas dans la baguette. On peut parler du packaging, hein, même le petit sachet de papier, tous les etc. emballages ont explosé. C'est vrai qu'en ce moment, donc, on n'est pas bon après les salaires qui suivent l'inflation, mais ça c'est normal. Mais c'est vrai que bon, là, au niveau dans le compte de résultat, tout a explosé au niveau de la baguette. Alors, avant de plonger un petit peu dans ces problématiques et peut-être les solutions que peuvent apporter nos artisans boulangers, parce qu'on parle de baguettes artisanales, hein, de baguettes de tradition, de beau pain. Avant cela, j'aimerais qu'ensemble, on revienne un petit peu sur ce pain si particulier, symbole des Français, dont le dossier est instruit en ce moment même pour rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette baguette, elle n'est pas si ancienne que ça. C'est vraiment le pain du XXe siècle, en fait. Tout à fait, ça a une bonne centaine d'années. On a des traces dans le Figaro de 1920, et puis ça, en gros, voilà, une bonne centaine d'années. Alors ça a démarré, en fait, à Paris. C'est vrai qu'avec les familles qui se réduisaient, aussi des problèmes de cuisson dans le four, et puis aussi une espèce de mode qui se mettait. Vous savez, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé petit à petit. Le pain s'est un peu affiné, après long, et puis après on est arrivé avec un produit excellent qui était d'ailleurs très connu dans des étrangers qui venaient à Paris parler de ce pain merveilleux, de cette baguette déjà qui était délicieuse. Donc elle était à Paris et ensuite elle est arrivée petit à petit en province, mais ça a pris un peu de temps parce qu'après il y avait aussi la flûte ou le pain parisien qui était comme on appelait une grosse dans le temps. Hein. Alors, et après la baguette a détrôné la grosse. Ce qu'on peut dire au fond, c'est que le pain dit de campagne, la miche, hein, qui est le pain vraiment traditionnel pour le coup, c'est un pain qu'on gardait plusieurs jours, hein, parce qu'on n'habitait pas à côté de son boulanger. Aujourd'hui, les boulangers sont proches des usagers. Hein, on a toujours des boulangers à quelques kilomètres au maximum de chez soi. Tout à fait. Vous savez, on est 33 000 boulangers en France, 35 000 affaires, donc certains ont une deuxième affaire. Ce qui fait il y a 36 000 communes. On est en moyenne à 10, chaque consommateur à peu près, en moyenne à 10 minutes d'une boulangerie. Donc ça veut dire qu'on est vraiment partout dans le territoire. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'avoir dans des villes et des villages. Et donc la baguette, elle bénéficie de ça en fait. La baguette est un pain qu'on va chercher tous les jours, voire 2 fois par jour. Tout à fait. Alors on le voit un peu plus en ville. On voit beaucoup de gens à Paris, puisqu'on cuit aussi toute la journée, comme en province. Certaines personnes viennent chercher une demi-baguette le matin et une demi le soir quand ils ont un petit peu de temps ou qui passent devant la boulangerie. Donc c'est vraiment le produit du jour. Et c'est pour ça qu'elle est devenue l'emblème, parce que c'est carrément une icône, cette baguette. Elle est l'emblème de la France, hein, pour beaucoup à l'étranger. Tout à fait. On voit même quelquefois des politiques qui partent avec une baguette à l'extérieur. On a vu quand on a lancé ce dossier à l'UNESCO, on mettait à la mairie de Paris une corbeille de baguettes pour tous les présidents, les personnes étrangères qui arrivaient à la mairie de Paris.
on voit que c'est quelque chose de très fort, de très marqué. Alors c'est marqué au niveau du pain qu'on fabrique, mais aussi au niveau du consommateur. Il ne faut pas l'oublier que si on a autant de boulangeries, autant de baguettes, c'est parce qu'on a des consommateurs qui viennent la chercher tous les jours. Eh oui, bien sûr. Hein, c'est une bonne, ça se fait en bonne intelligence entre l'artisan et son client. Hein, en Tout à fait, sorte. c'est un lien social qui fait qu'on aime aller à la boulangerie aussi pour échanger. Je vois des personnes âgées ou des en restants, ils continuent chaque jour à venir chercher leur pain, aussi pour avoir un contact avec la patronne ou la vendeuse qui n'a pas laissé une enveloppe, une clé à la boulangerie, puisqu'on sait que c'est ouvert tout le temps, et enfin en tout cas très souvent, et que c'est quelque chose de sûr. Dominique Enrac, le dernier gros coup de booster de la consommation de la baguette a été la création, alors sous Balladur, de cette baguette de tradition française qui répond à un cahier des charges très précis, parce que il faut le savoir, après-guerre, elle a un peu dérivé cette baguette. On y a mis des améliorants, l'industrie s'en est occupée, et pour retrouver une baguette artisanale, il a fallu avoir un statut particulier. Tout à fait, à un moment donné où on avait un travail à l'ancienne, le vin, etc., on prenait le temps de faire du pain, de le faire fermenter, le temps de faire du vrai pain. Et petit à petit, avec cette société de consommation, d'industrialisation, justement, ce qu'on recherche à conserver, à sauvegarder, là, il y a eu, avec ce côté industriel, le fait de pétrir rapidement des farines blanches, beaucoup de levure, beaucoup de sel, et peu de fermentation pour le volume. Et là, on est arrivé avec une baguette qui n'était pas intéressante au niveau goût, qui n'était pas intéressante au niveau vue, mais aussi au niveau santé. Donc, on a eu une chute de consommation du pain, qui était aussi avec une différence de consommation des gens, une mondialisation. Il y a eu de la pizza, il y a eu d'autres produits qui se sont installés, mais il y a vraiment une baisse. Et en 93, les boulangers, avec les meuniers, tout le monde s'est allié, la profession, pour déposer en fait une loi, la loi de 93, pour la baguette de tradition, le pain de tradition. Et ça, il faut que ça soit fait donc sans améliorant, fait sur place, sans congélation. Donc là, on est sûr qu'il y a que c'est un produit de qualité fait et pas congelé. Alors, en tout cas, dans la plupart des cas. Tout à fait. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 98, on a remis ça, où on a pu passer cette loi, le boulanger c'est un métier. C'est-à-dire que quand vous voyez, et peu de gens le savent, enfin pas tout le monde, c'est quand vous voyez marqué boulangerie, boulangère ou boulanger sur une vitrine, ça veut dire que le pain est fait maison. Pétri sur place. Et cuit sur place. Pétri, façonné et cuit sur place. Oui, et ça c'est la grande différence avec les dépôts de pain qui ne sont en fait que des boutiques qui vont chercher leur pain ailleurs. Tout à fait. Bon. Donc là où ça peut être un terminal de cuisson. Alors moi je veux rompre un petit peu avec cette image d'Épinal du boulanger seul dans son fournil, travaillant toute la nuit, etc. Parce qu'il y a aussi des exemples de vraies réussites dans ce métier de la boulangerie. J'en ai un exemple au téléphone, c'est Eric Kaiser qui est avec nous ce matin. Bonjour Eric. Bonjour Vincent, je croyais que tu voulais rompre le pain. Ah bah rompre le pain, je le ferai certainement après l'émission, Eric. Eric, je vous ai appelé parce que pour beaucoup vous êtes un exemple à suivre, c'est-à-dire parti de l'artisanat et aujourd'hui, alors je veux pas dire un empire, mais en tout cas à la tête de nombreuses franchises dans le monde entier. Vous êtes un peu l'apôtre de l'artisanat, mais vous êtes le porteur de la bonne parole du pain partout dans le monde. Oui, en tous les cas, j'ai essayé de fédérer des gens autour de moi qui reproduisent ce geste extraordinaire de métier de boulanger, mais à l'infini, c'est-à-dire que je transmets énormément, je forme les gens, et bien sûr, les gens deviennent ensuite des formateurs pour pouvoir développer les maisons Kaiser ou d'ailleurs d'autres maisons à travers le monde. En vrai, on s'aperçoit que le monde est en demande pour manger des belles choses autour de la boulangerie, parce que la boulangerie, c'est le pain, c'est la viennoiserie, c'est la sandwicherie, c'est la restauration. Bien sûr, bien sûr. C'est un univers et je crois que les gens ont envie de trouver ça. Je discutais il y a quelques jours avec un membre du gouvernement étranger et il me disait qu'il voulait faire des boulangeries, mais je dis mais pourquoi? C'est un président d'un pays. Je dis mais pourquoi vous voulez faire des boulangeries? Il me dit parce qu'on a besoin de redorer l'image de notre pays, on a envie de réattirer du monde, on fait des belles choses extraordinaires. C'est-à-dire que quand même notre métier, c'est un métier qui est extraordinaire, en tout cas qui est fédérateur et qui attire les regards et bien sûr le bon manger, on peut dire. Dominique Enrac, vous êtes le président des artisans boulangers, hein, il faut le rappeler. Ça c'est un bel exemple, Eric Kaiser, parce qu'au fond, j'ai envie de faire un parallèle chez les chefs avec Alain Ducasse, grand chef lui-même, mais formateur de chefs, c'est-à-dire quelqu'un qui a essaimé autour de lui pour créer des chefs partout. Eric Kaiser, c'est un peu ça, il crée des boulangers, enfin c'est un peu un démiurge.
Tout à fait, Eric a une belle carrière, hein, puisqu'il a enseigné, il s'est installé, il a grossi, il est parti dans les pays. C'est un ambassadeur du pain à l'étranger. Donc, et en plus, il sait revenir, puisque moi, je me souviens être allé il doit s'en souvenir, Eric, près de Luxeuil, dans son village natal, où il revient voir les gens, voir les jeunes, faire des photos avec eux, leur donner des conseils. C'est ça aussi, de pas oublier d'où on vient, faire encore rêver les jeunes, les conseiller, et puis aussi partout dans le monde de porter la bonne baguette. Parce que là, c'est gros, mais ça reste toujours artisanal. Oui, parce que évidemment, essaimer, c'est bien dans son pays, hein, même si nul n'est prophète en son pays. Lui, il est prophète partout. Il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup de boulangers, de bons boulangers français sont partis à l'étranger porter la bonne parole de la baguette. Mais aujourd'hui, c'est bien ici, Dominique, et c'est ce qui nous réunit ce matin, c'est bien ici que notre baguette est un peu en danger. Est-ce que aujourd'hui, les boulangers vont continuer à pouvoir faire de la bonne baguette à des prix supportables pour les consommateurs? Écoutez, c'est vrai que là, on a quand même une période, j'en parlais déjà au niveau des matières premières. Donc là, on est obligé de faire face, c'est-à-dire qu'il faut répercuter ces augmentations. On le sait que la baguette reste un produit abordable, mais là, ce qui nous impacte beaucoup surtout, là, c'est l'énergie. Et là, on a une très grosse inquiétude. J'ai des appels de tous les départements où les gens sont en panique avec les nouveaux contrats. Parce qu'il peut y avoir, dans les nouveaux contrats, l'électricité multipliée par 3, 4 ou 5. Et juste, le problème, ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Parce que, en fait, contrairement à certaines entreprises, nous, on est des gros consommateurs pour des petites entreprises. Ce qui fait qu'on passe un peu en dehors de tous les couvertures tarifaires. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, on est en liaison avec le gouvernement pour trouver une solution. Parce que sinon, c'est vrai qu'il pourrait y avoir quand même beaucoup de fermetures et pas pour des erreurs de gestion. On va revenir dans une minute après la pub. Eric Kayser, restez avec nous parce qu'on veut votre vision sur la baguette dans le monde. Hein. On parle de prix de la baguette en France, mais évidemment, c'est un problème qui se multiplie à l'étranger. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et Eric Kayser qui est avec nous ce matin au téléphone pour parler de la baguette, mais vue du monde. Dominique Enrac, le président de la Confédération des boulangers français, eh bien, il est avec nous également en studio parce qu'on s'inquiète. Enfin, moi, je m'inquiète en tout cas. Hein. Je veux dire, la baguette de tradition fait tellement partie de ma vie que si j'en étais privé, je serais extrêmement malheureux. Je ne sais même pas si je pourrais m'alimenter normalement. Eric Kayser, vous avez combien de pays dans votre escarcelle où vous portez la baguette française ? 34 pays. 34 pays, hein, et évidemment avec des problématiques extrêmement différentes, tant en tant que de personnel que de matières premières, par exemple. Oui, j'allais dire que le problème aujourd'hui, numéro 1, c'est quand même à partir de la France, hein, puisque c'est vrai qu'on achète la plupart de nos blés en France. Et c'est vrai que le blé continue à monter, le matif, sur les cours de bourse à Chicago, ça n'arrête pas de monter, ça devient très compliqué. Oui. Et on a autour de ce blé, bien sûr, toutes les autres matières premières qui augmentent. On commence à avoir du mal à trouver du beurre, mais le cacao est en train de monter très fort. Les énergies, comme le disait le président Dominique Enrac, c'est vrai que ça devient compliqué. Et je pense que les boulangers, il faut qu'ils fassent très attention, bien sûr, à pouvoir tenir avec les prix qu'ils ont à l'heure actuelle. Il va falloir passer les augmentations, mais je ne sais même pas si ça va suffire. Ça va tellement vite, c'est-à-dire que chaque semaine apporte son lot de mauvaises nouvelles en ce moment. Si déjà on a un coup de main avec notre ministre de l'économie, notre président de la République, pour tenir les prix de l'énergie, ça serait déjà une grande chose. Hein. Je pense que Dominique Enrac est en train de parler avec c'est le bouclier, évidemment, auquel vous pensez, et notamment pour les professionnels. Oui, et je me demandais si pour le blé, il ne faudrait pas sortir les matières premières essentielles, en tout cas, puisque quand même, le pain et le riz, c'est quelque chose d'unique, mais on nourrit les populations. Il ne faudrait pas le sortir du matif, parce qu'en vrai, il faut quand même le dire aux gens, aux auditeurs, on produit suffisamment de blé en France pour pouvoir nourrir et faire du pain pour tous nos clients. Et aucun problème, on revend même du blé, on en utilise une partie pour l'alimentation du bétail. C'est malheureusement les cours de Chicago qui font les prix. Et ça pose problème. Et bien sûr, Dominique Enrac, on en parlait la semaine dernière avec la moutarde, où la graine de moutarde est achetée à l'étranger. Là, en revanche, pour le blé, j'ai entendu dire pendant cette période très compliquée, évidemment pour nos boulangers, qu'on ne se fournissait pas en Ukraine. On est blé français, nous. Non seulement on est blé français, mais on exporte 50% de notre production. C'est-à-dire qu'on fait partie du top 10 des fournisseurs avec l'Ukraine, l'Inde, etc.
Donc là, le problème, c'est vrai que c'est à Chicago le cours. Et ce qui est embêtant, c'est quand il y a des marchés, de chaque fois se retirer du marché quand ça nous arrange pas. Bien sûr. Donc c'est comme le marché commun pour différentes choses. Donc là, on avait même émis le fait de voir comment on pourrait faire des stocks pour essayer d'éviter toutes ces spéculations en fait. Oui, parce que évidemment, voilà, l'objet d'une bourse, quoi, d'une bourse du grain. Une bourse du grain, mais qui est pas facile, qui risque d'avoir des pertes, etc. Donc, mais on réfléchit quand même notamment avec Christiane Lambert, pour voir ce qu'on peut mettre en place au niveau de certains produits locaux, et puis voir, enfin en espérant que ce blé baisse, parce que c'est vrai que, parce qu'en plus nous on n'achète pas du blé, on achète de la farine. Donc les meuniers font aussi une temporisation et le boulanger ils font le un peu fait le tampon avec leur leur marge. Tout à fait, parce qu'en fait quand vous regardez le blé qui est monté à 460 €, c'est-à-dire 2 fois et demi prix, 250% d'augmentation, on n'a pas eu ça sur la farine, puisque ils misent aussi sur le fait que ça risque de descendre. Donc le boulanger a fait aussi des efforts. Voilà, ils ont fait des efforts. Donc on espère que ça va rentrer dans l'ordre, surtout quand on sait qu'on a de la farine. Déjà, il y aura pas de pénurie, ça c'est bien. Bon, ça déjà, et d'une, c'est vrai qu'on la craint à un moment donné. Dominique Enract, rappelons à ceux qui nous écoutent, quelle est la part que représente le blé dans le prix de la baguette finale, par rapport à l'énergie et par rapport à la masse salariale? Oui, tout à fait. Alors quand on parle pas de blé mais de farine, c'est-à-dire de matières premières, parce qu'il n'y a pas que la farine. Il y a la farine, il y a la levure qui a pris, je vous rappelle, 70%. Le sel et l'eau. Et bon, il y a le sel et l'eau, effectivement. Après, il y a la matière première, etc. Mais bon, la matière première, on est dans les 18% à peu près. Mais grosso modo, moins d'un cinquième donc du prix de la baguette va dans la matière première. Voilà, tout à fait. Et ça, on parle sur le pain. Mais sur un bilan de boulangerie, on était avant la crise à 23%. Donc on va monter bien au-dessus, puisqu'on a plus de 20% d'augmentation dans toutes les matières premières dans une boulangerie. Et l'énergie? Donc là, après, l'énergie, alors c'est là où c'est un gros problème, puisqu'on on était entre 3 et 5%. Et là, par rapport à des offres qu'on peut avoir pour certains boulangers, on avait calculé qu'on serait à 18% du chiffre d'affaires. Faut pas oublier que derrière, il y a 30 à 40% de main-d'œuvre, ce qui est le plus gros poste. Après, les charges fixes externes, c'est 26%. Donc, vous voyez, en fait, avec l'énergie, ça ne passe pas. On a fait une simulation. Si on double la facture, il faut augmenter les prix, tous les prix de la boulangerie, pas seulement la baguette, de 15%. Si la facture est multipliée par 4, ce qui a certaines offres, si on n'a pas d'aide, là, il faut augmenter les prix de 30%. 30%, c'est énorme. Donc là, 30%, il y a des gens, je sais qu'on perdra des clients. Il y a même des boulangers qui ne le feront pas. Et s'ils ne le font pas, c'est mécanique. On l'a mis sur un bilan, une simulation, ça passe pas. Donc là, il nous faut vraiment une aide. Eric Kaiser, vous qui écoutez ça, évidemment avec des problématiques de prix différentes selon les 34 pays dans lesquels vous êtes représentés, mais parlons de la France, parce que vos boutiques, elles comptent ici. Lorsqu'on parle de prix, vous n'avez pas le sentiment, puisque vous voyez ça de l'étranger, que les Français ne se rendent pas compte à quel point ils payent peu cher leur pain par rapport à ce que peut coûter une baguette ailleurs? Si, c'est vrai que c'est une très bonne question. Ça m'a toujours d'ailleurs surpris, parce qu'avant, on suivait plus ou moins, grosso modo, le cours du journal. C'est vrai que maintenant le journal s'est envolé et que le pain est resté quand même très bas. C'est vrai qu'à l'époque, mais c'est vrai que Dominique a raison, le cours des matières premières n'était pas très important dans un bilan de boulanger. Mais moi j'ai peur qu'il s'enflamme complètement. Dominique n'a pas parlé non plus, mais il y a les emballages. Déjà, on a du mal à les trouver. On a parlé tout à l'heure, le petit sachet en papier simplement, ou la boîte en carton du gâteau. Et il faut les trouver. Le problème, c'est ça. Comme ça venait beaucoup d'Asie, maintenant, il faut reproduire en Europe. Mais en Europe, les gens sont pas prêts ou aptes à produire. Ça se complexifie drôlement. En tout cas, je pense que pour faire un bon métier, il va falloir des gens qui étudient de plus en plus et puis qui soient bons en mathématiques pour pouvoir faire des coefficients, parce que c'est essentiel. Mais ça fait peur. Et là, on a le cacao qui risque de monter 30 ou 40% en début d'année. On a le sucre qui va doubler. Alors bon, dans tout ce pessimisme, on fait des belles choses. On nourrit bien les gens, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais Eric, qu'est-ce que ça coûte une baguette à New York ou à Shanghai? Ils sont plutôt autour de $3. Donc ça veut dire aujourd'hui 3,30 €, 3,20 €. Oui. J'avais un copain hier. On multiplie par 3, quoi. On regarde même en Europe, on a été le pays qui a le moins augmenté le pain, puisqu'on est entre 5 et 8%, donc une moyenne, faisant les spéciaux, donc moins pour la baguette. On arrive par exemple en Pologne, en Allemagne, c'est 35-40%, et le maximum, c'est en Hongrie, 65%. Et en partant d'une base de pain beaucoup plus chère. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la baguette, mais ça fait partie aussi de nous, c'est pour ça que ça n'a jamais tellement suivi le cours de la vie. Mais c'est vrai que ça risque d'augmenter. Et il faut quand même aussi savoir que ce sont des centimes et que ça reste quand même dans le panier de la ménagère, je trouve encore la bonne affaire.
Alors, comme on le disait au début de Micro-Acte, vous êtes, vous, les boulangers, entre le marteau et l'enclume. L'enclume, c'est évidemment le prix des matières premières de l'énergie qui augmente. Le marteau, c'est le consommateur qui n'est pas prêt à verser plus quand il le peut, hein, parce que tout le monde ne le peut pas. Et on voudrait pas qu'on s'était vu à l'époque de la sortie de Leclerc sur ses baguettes à moins de 30 centimes. Et on voudrait pas que toute cette clientèle de l'artisanat se retrouve dans la grande distribution avec des baguettes beaucoup moins bonnes en qualité. Tout à fait. Alors, je suis pas inquiet. Bien sûr qu'on est toujours inquiet, mais vous savez, je crois que le consommateur est content d'avoir, on l'a vu dans plusieurs statistiques de questionnaires, ils sont très contents d'avoir une boulangerie pour déjà ce lien social, le service, d'avoir ce pain tous les jours. Vous savez, imaginez une boulangerie qui ferme dans un village, les gens sont obligés de prendre la voiture pour aller peut-être au supermarché d'à côté. De toute façon, ça coûtera plus cher. Donc, ce que je veux dire, c'est que les boulangers ont quand même suivi une augmentation assez régulière. Ils n'ont pas exagéré. On l'a vu avec les matières premières et avec l'énergie. Il y aura une augmentation de l'énergie. Ça, c'est indéniable. Mais une augmentation, j'espère, limitée, de façon à ce qu'on puisse augmenter, je dirais, normalement les prix, que ça soit la baguette reste encore une bonne affaire et un produit qu'on puisse se payer tous les jours, que ça ne devienne pas un produit de luxe. C'est pas le but. La baguette, c'est vraiment, c'est la France, c'est tous les jours. L'aliment essentiel. De Micro-Acte. Alors, du coup, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous allez dire à vos adhérents? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Plutôt que les pouvoirs publics, en fait, maintiennent des prix bas et de retarder le plus possible l'augmentation du prix final de la baguette? Voilà ce qu'on demande. On a rendez-vous dans les ministères la semaine prochaine. On a aussi eu déjà des contacts. Il y a des premières choses qui sont tombées avec Bruno Le Maire hier, où on a eu déjà, on prend pour certaines au-dessus des 3% d'énergie, des relevés pour avoir des aides déjà qui partent dans les derniers mois qui viennent et pas l'année d'avant. Parce que ça, l'année d'avant était normale. Donc ça c'est déjà un premier pas. Et ensuite, on attend l'élargissement du bouclier tarifaire, puisque nous, le compteur bleu, les 36 kilos, on fait tous plus de 36 kilos. Et oui, donc là, sûr. si on arrive à avoir ça, je dirais que nos adhérents, on se bagarre pour ça. Et si on arrive à avoir ça, je pense qu'ils sauveront la boulange. Et je le dis vraiment, franchement. Parce et puis que pas de coupure, voilà, de l'avoir de l'énergie, voilà. Même si on la paye plus cher. Alors la coupure, c'est vrai que c'est compliqué de couper une boulangerie. On a des chambres froides, ça c'est impossible. Par contre, on a prévu, ça je le mettrai sur le bureau de la ministre la semaine prochaine, on a prévu un plan de sobriété énergétique sur lesquels déjà on va donner un livre blanc à tous les boulangers pour faire un maximum, tout à fait, vraiment d'économiser au maximum et aussi de se préparer à couper pendant que les consommateurs ont des grosses prises c'est-à-dire, je sais pas, 6, 7 ou 7, 8, qu'on puisse ne pas mettre les gros fours en route et qu'on permette à tout le monde de s'organiser et pouvoir vivre ensemble. Éric Kayser, avant de se quitter, pour vous qui vivez du pain, avant tout évidemment, et qui faites vivre beaucoup de monde autour de vous, est-ce que vous êtes prêt en définitive à ce que la baguette soit presque à prix coûtant et gagner votre vie sur le reste de ce que proposent vos boulangeries? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la baguette et j'ai écouté avec attention Dominique avec les mesures qu'il envisage de faire avec le gouvernement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas que ce problème dans la baguette, on l'a dans la pâtisserie. Je vous dis, les matières premières ont doublé, vous voulez on le voit sur le beurre, on le voit. Et encore, il faut en trouver. Donc je pense que de toute façon, on ne pourra pas faire l'impasse sur tous les produits. Malheureusement, c'est tous les produits qui sont touchés. On parlait par exemple des blés anciens et du bio, etc. Un jour, je faisais une émission de radio, justement, j'expliquais que la farine bio, il n'y en avait pas assez pour que tout le monde puisse produire bio. Oui, c'est comme l'électricité pour les voitures électriques. Si on se transformait aujourd'hui, on n'en aurait pas assez. Donc effectivement, c'est le même problème. Les prix sont déchaînés aussi là-dessus. Donc je pense qu'il faut malheureusement calculer sur chaque produit pour qu'on puisse s'en sortir. Et alors Dominique disait c'est vrai qu'il faut qu'on mobilise nos gens autour de ça. Dans chacune des boulangeries où je passe, en France ou à l'étranger, je répète chaque matin au boulanger, tu termines de cuire avec ton four, tu le laisses, parce qu'avant, dans le temps, on les laissait allumer, mais maintenant, il faut couper l'énergie, il faut le rallumer au dernier moment quand tu vas recuire. Mais il faut être informaticien maintenant pour être boulanger, pratiquement. Il faut expliquer sans cesse, et aux vendeuses expliquer qu'on donne pas de serviette ou pas de cuillère ou pas au minimum, parce qu'il faut pas acheter, parce que machin. Alors, vous savez, d'un côté, on est généreux, et de l'autre côté, il faut faire très attention, passer
c'est un métier qui change, mais qu'il faut continuer à accompagner avec beaucoup de pédagogie. Mais je pense que ça va fonctionner. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Éric Kézer, Dominique Enract. Un dernier mot. Rassurez-moi, la baguette française n'est pas en danger, à condition que tout le monde prenne conscience qu'ils ont un trésor entre les mains. Tout et à au fait. bout du magasin. Tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas attendre que, bon, il y aura des augmentations, mais je vous dis qu'ils seront des centimes. On fera attention, et je crois qu'on ne peut pas vraiment en France se passer de 250 grammes de magie et de perfection, comme disait le président de la République. C'est un beau mot. Merci beaucoup, Président. Alors, on va se retrouver dans une minute ou deux avec un très grand chef qui a mis toute sa vie à obtenir 3 étoiles au Guide Rouge et qui là raccroche le tablier pour transmettre et vivre mieux. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah, mes amis, maintenant qu'on a été un petit peu rassurés sur le sort de la baguette de tradition française par des grands boulangers qui nous ont promis qu'on pourrait continuer à en avoir et se la payer pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est important tout de même. Maintenant, je vais vous raconter une autre belle histoire, une très belle histoire, l'histoire d'un chef parti de son village aux sources de la Seine à l'âge de 20 ans, parti glaner les étoiles là où on les trouve, là-haut dans les sommets du côté de la Haute-Savoie, et qui va retourner dans son village après le devoir accompli. Bonjour Laurent Petit qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, j'ai fait un résumé filmé de votre histoire, Laurent, mais c'est à peu près ça. La boucle est en train de se boucler. D'ailleurs, vous êtes dans votre village natal, là ? Exactement. Ouais. Alors, pour rappeler à ceux qui nous écoutent de qui il s'agit, eh bien Laurent Petit, c'est donc un de nos une trentaine de chefs 3 étoiles au Guide Rouge. Là, il y a 2 ans, enfin 3 ans, que vous avez glané cette 3e étoile. Après une vie consacrée à la cuisine, évidemment, on les attrape pas par hasard ces étoiles-là. Et là, vous avez décidé à Anne-Sylvieux, dans votre restaurant, de passer la main alors que vous êtes un tout jeune triple étoilé. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent Petit ? Bah écoute Vincent, j'avais un rêve, c'était en effet d'atteindre ce sommet. Oui. On y est arrivé. Quand tu arrives au bout du rêve, la vie est faite de rêves, il faut en inventer un autre. Ouais. C'est bien résumé. Le rêve suivant, c'était de transmettre, de surtout pas être appelé par le monde de la finance, pas appelé par le monde des promoteurs, pas appelé par le monde des bétonneurs. Voilà, 30 ans, j'aime assez les chiffres ronds. Je trouve que c'est un beau chiffre pour se retirer en douceur, transmettre, avec ce que ça comporte. C'est-à-dire que le Clos d'Essence, ce magnifique restaurant où vous avez imprimé votre marque, donc à Anne-Sylvieux, à côté d'Annecy, les gens ne savent pas forcément, mais c'est une commune qui est rattachée à la communauté de communes d'Annecy. Ce restaurant, comme vous le dites, vous avez rêvé de lui accrocher ces 3 étoiles parce que, en fait, il faut le comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués de la haute gastronomie française, 3 étoiles au Guide Rouge, c'est vraiment comme le bâton de maréchal, quoi. C'est un truc dont on peut rêver toute sa vie et souvent sans l'atteindre. Exactement. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Et j'ai eu beaucoup de chance d'atteindre ce bâton de maréchal, comme tu dis. Je pense que la vie est faite aussi de chance, même s'il faut aller la chercher. Je suis conscient que j'en ai eu beaucoup. Écoute, j'ai imprimé ma marque, comme tu dis. Je me suis simplement libéré, ce que j'appelle mon cooking out fait en 2015. C'est-à-dire aller au bout de mes idées, accepter mes défauts, mes aspérités, être soi-même. Voilà, tout ça c'est peut-être un peu philosophique, mais c'est réel. C'est quand tu lâches réellement les chevaux qu'à un moment donné, que tu fais une véritable, quelque part, introspection sur toi-même. Et culinairement, tu deviens bon, tu deviens excellent. Quand tu acceptes la simplicité, enfin ce que j'appelle plus précisément la simplicité. Les purs, quoi, aller à l'essentiel. Voilà, être transparent, être plein de sincérité, et finalement c'est ce que Michelin attend. Je prétends et je martèle que on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas plus excellent que les autres, on est simplement soi-même, on est simplement entier. Et c'est ce que Michelin attend de ces maisons triplement étoilées. C'est-à-dire qu'il y a dans l'assiette quelque chose qui ressemble au chef qui cuisine, que la cuisine devienne un véritable moyen d'expression, comme un roman, comme un morceau de musique. C'est ça, une véritable signature, une partie de soi-même. Voilà, en effet, quand tu manges dans un 3 étoiles, quoi qu'il en soit,
Ce sera peut-être pas le plus grand, ce sera peut-être pas le meilleur à ton goût, mais ça sera ce que tu n'auras pas mangé ailleurs, ça c'est sûr. Il y aura une singularité marquée, martelée. Et c'est ça qui fait la différence. Oui, mais attendez, Laurent, soyons clairs pour ceux qui nous écoutent et beaucoup de jeunes prétendants, hein, sûrement des jeunes gens, garçons et filles, qui veulent en faire leur métier plus tard. Il ne suffit pas de faire différent pour faire bon. On est d'accord, hein? Non, il ne suffit pas de se singulariser pour briller. Non, alors peut-être la difficulté à atteindre, c'est qu'il faut avoir un pied bien ancré dans la terre. Et puis quelque part une tête bien dans les airs, quoi. Oui, dans les étoiles, moi j'allais dire, mais bon, évidemment. Ouais, les étoiles, t'as raison, c'est mieux. En fait, c'est peut-être ça qui est difficile à comprendre pour les jeunes qui s'installent et qui en effet donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je connais, hein, j'ai fait le parcours, j'ai mis des années avant de comprendre, j'ai ramé pour avoir ma première étoile, j'ai mis 8 ans. Tout ça a été un long cheminement. Souvent laborieux. Oui, mais alors justement, de bonheur et de peine. Mais... venons-y, Laurent. Je le disais tout à l'heure en préliminaire. Parti d'une région assez méconnue. Hein, en définitive, la Haute-Marne, quand vous dites ça aux Français en général, ils voient pas très bien où c'est. Si on dit le plateau de Langres et si on dit les sources de la Seine, bon, bah, on situe région Grand Est, hein, on va dire aux marches de la Champagne, de la Lorraine et de la Franche-Comté, hein, grosso modo. Hein. Ce qui nous sauve, c'est que la France est très bachelière et qu'ils ont tous étudié un peu Denis Diderot quand même. Voilà. ça nous sauve un peu, quoi. Ça sauve un peu. Il y a aussi ce fromage de Langres qui signe la région. Un des premiers AOC, à cette époque ça s'appelait AOC, un des premiers AOC en France. Le fromage de Langres, dont un ami, là, Sylvain Remillet, est le dernier à faire le Langres au lait cru. Une petite pépite, ça fait à 5 km de mon village natal, je veux dire. Donc non, c'est oui, mais juste, on peut imaginer dans ces régions du nord-est de la France qu'on est un peu dans un no man's land culturel. Alors en dehors de ce qu'on vient de citer, pour ceux qui nous écoutent, on a l'impression un peu que vous êtes parti comme un Rimbaud de Charleville-Mézières, quoi, en quittant votre village à 20 ans, un peu en révolte contre la Haute-Marne. Ouais, c'est-à-dire qu'à 20 ans, t'es plein d'arrogance, hein, t'es plein d'insolence, et certainement je n'en manquais pas. Et je suis parti, je pense, en effet, avec un peu de condescendance. Mais aujourd'hui, c'est la hauteur de la condescendance que certainement j'ai eue il y a 40 ans, et j'ai envie d'y revenir. Et puis si tu veux, il ne faut pas oublier que moi j'ai eu 3 étoiles Michelin avec une tarte aux choux, avec une racine d'endive, avec des produits d'une simplicité assez dingue, qui parlent à tout le monde, avec une betterave. Voilà, le monde végétal m'habite depuis 10 ans maintenant, et je sais très bien que ces sources-là, je vais les retrouver. Voilà, je commence simplement à gratter un petit peu, à comprendre ce territoire et à comprendre les gens qui animent ce territoire, et je vais de pépite en pépite, quoi. J'ai mangé mon premier petit silure de 2 kilos la semaine dernière, un petit week-end familial. Pêché et tué en Ikejime, je t'assure que c'était un grand moment de gastronomie. Voilà, un grand moi je veux bien le croire. Pêché sur la Saône à 30 km de mon village natal, quoi. Et ça c'est pêché par Maxime Collin. Voilà, il y a 2 pêcheurs professionnels en Haute-Saône. Rien que ça, si tu veux, c'est géant, quoi. C'est juste géant. Oui, mais il y a l'École nationale de vannerie, quoi, qui est dingue. Du côté de Faibillot, oui, mais revenons au clan d'essence quand même. Hein. Revenons à votre restaurant d'Anne Sylvieux, parce que moi, je suis très heureux parce que ça s'entend que le bonheur est en vous, de retourner aux sources. Hein. Quand on dit les sources de la Seine, c'est vos sources aussi. Eh bien, moi, je pense surtout aux clients aujourd'hui du clos d'essence, de ce restaurant merveilleux au-dessus d'Annecy, qui vont se retrouver orphelins comme chaque fois qu'un cuisinier raccroche son tablier, un grand cuisinier raccroche son tablier, ou qu'un pâtissier ferme boutique. C'est des souvenirs qui s'envolent. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Que va devenir le restaurant? Eh ben justement, je te l'ai dit en préambule, ça c'est le deuxième rêve. Le deuxième rêve, c'était cette transmission. Réussir cette transmission qu'on a construite avec Thomas Lorival et Franck Desrouet. Tu sais, j'ai eu 3 étoiles le 21 janvier 2019, et le 6 juin 2019, on se tapait dans la main avec Thomas et Franck pour dire vous êtes les gens de la situation. Voilà, moi je suis allé au bout de mon rêve, maintenant j'ai un deuxième rêve, c'est que vous racontiez la nouvelle histoire du clos d'essence. Donc depuis plus de 3 ans, on construit l'histoire ensemble. On l'a déjà construit au préalable pour aller chercher cette 3e étoile. Ils ont été largement acteurs. Mon chef est avec moi depuis 11 ans, Thomas est avec moi depuis 6 ans. Et aujourd'hui, ils vont juste inscrire la suite.
Bien sûr qu'il y aura des variantes, bien sûr ils vont marteler un propos qui sera simplement un petit peu différent. Mais l'ADN, si tu veux, de Clos d'Essence, c'est pour ça que l'histoire est belle, quoi. L'ADN va rester, quoi. Je sais très bien qu'ils vont être garants de ce que Martine et moi, on a construit pendant ces 30 années. Et ça, c'est mon plus grand kiff, quoi. Alors justement, hein, aujourd'hui que Martine et vous, Laurent, vous êtes en Haute-Marne, en train de reconquérir la terre natale, eh bien, il y en a deux qui sont en train de tenir le resto pendant ce temps-là. C'est justement Thomas Lorival et Franck Derouet. Alors, je crois qu'on les a au téléphone. Thomas est avec nous ? Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors, vous avez entendu ce que disait le chef. Hein. En fait, il vous a confié les clés de la baraque quand il n'est pas là, dès aujourd'hui, mais bon, ça va mettre un peu plus de temps pour en avoir aussi la possession. C'est un sacré pari. Quel âge avez-vous, vous qui êtes le chef sommelier du Clos d'Essence ? Alors, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans, et oui. 32 ans. Je suis arrivé à 26 ans au Clos d'Essence. Ouais. Et ça fait maintenant 6 ans que j'ai posé mes valises à Annecy. Voilà, hein, je vais être 32 ans, c'était un bébé, quoi, en quelque sorte. Pourtant, avec déjà une belle expérience. Et à côté de vous, Franck Derouet, quel âge a-t-il, Franck Derouet ? Oui, bonjour Vincent. Bonjour Franck, qui est le chef du chef. Ouais. Quel âge, Franck ? Un peu plus que Thomas. Ouais. 54. Ah ouais, mais ça va, quoi. Oui, Hein, oui, tout ça, c'est. Non, mais je veux dire, ça laisse de belles perspectives. Franck, quand on travaille à côté d'un chef comme Laurent Petit, je me doute que c'est un engagement quotidien parce qu'il faut à la fois ne pas trahir sa propre sensibilité, mais aussi se mettre dans les pas d'un chef qui trace la voie. On va se pencher sur cet aspect des choses dans le quart d'heure qui vient, dans notre dernier quart d'heure d'émission, pour continuer à raconter l'histoire du Clos d'Essence, de Laurent Petit et de l'équipe qui reprend les rênes de ce beau restaurant. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je suis en train de vous raconter une belle histoire, celle d'une transmission. C'est vrai que c'est un vrai souci, en général, hein, dans la restauration, de savoir comment on va faire perdurer son affaire quand elle est belle, quand elle vaut le coup, hein, quand la cuisine qui y est pratiquée attire les foules. Elle attire les foules et les étoiles. C'est le cas de Laurent Petit qu'on a en ligne ce matin. Laurent Petit, le chef du Clos d'Essence à Anne-Sylvieux, 3 étoiles au guide rouge. Alors Laurent, bien que vous soyez sur vos terres, vous avez entendu que vos deux successeurs, Thomas et Franck, sont au téléphone, hein, du côté d'Annecy, ceux qui tiennent la baraque aujourd'hui. Laurent, j'aimerais que vous nous les présentiez. Parce que quand on s'en est parlé, en préparant un petit peu cette émission, vous avez eu des mots extrêmement élogieux à l'égard de votre équipe, quoi. Tout d'abord, j'aime l'idée d'un duo improbable, j'aime l'idée d'un côté intergénérationnel, Oui. De caractères très différents. Tout d'abord, je parlais de Franck. Franck, vous imaginez, ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Mais vous m'avez dit c'est un génie de la cuisine. Je vous ai dit que c'était surtout une intelligence poétique assez dingue. Et en effet, j'ai quand même une admiration particulière pour Franck d'avoir été derrière moi comme ça pendant toutes ces années, dans l'ombre. Je suis tellement fier aujourd'hui de pouvoir, entre guillemets, l'aider à être dans la lumière. Ouais. Et je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence et d'humilité pour être capable de rester tant d'années dans l'ombre de quelqu'un comme moi. Voilà, donc pourquoi ça donne la beauté du personnage. Vous êtes un peu du rail au quotidien, en cuisine? Non, je crois pas. Non, je crois pas que je sois du rail. Il va vous le dire ou il demanderait. Mais... Franck Derouet, on voudrait avoir le dessous des cartes. Ouais. Non. Laurent n'est pas du tout du rail en cuisine. Au contraire, il fait confiance à la jeunesse. Ouais. Il laisse les gens œuvrer. Il donne beaucoup de liberté. Ouais. Et c'est plutôt très agréable parce qu'il y a un cadre. Le cadre est là, évidemment. Ouais. On va vers lui volontairement, évidemment, pour aussi valider les choses. Ouais. Mais on travaille en totale liberté avec beaucoup aussi de collégialité. Que ce soit à 2, à 3 ou voire toute l'équipe ensemble. Eh ben écoutez, hein, oui, alors ça c'est un bel hommage réciproque. Et alors, Laurent Petit, parlez-nous un tout petit peu de Thomas, qui est donc le sommelier de la maison. Et le sommelier, c'est important parce que le vin est très important dans des grandes maisons. Thomas, il a en effet, son ADN, c'est la sommellerie. Et qui dit sommelier dit palais.
Hein, quand on fait son métier dans les règles de l'art, le sommelier, il a un palais très très développé, peut-être plus développé que celui du cuisinier, et il nous a beaucoup aidé dans notre cheminement pour atteindre cette 3e étoile, notamment dans l'idée aussi d'équilibrer les menus et de savoir placer où tel plat, parce qu'un plat ça peut être bien, ça peut être très bien, mais il peut aussi ne plus être à sa place dans une succession de différents mets. Voilà, Thomas était un énorme acteur là-dessus, il l'assure toujours, et j'ai une admiration pour les sommeliers, j'ai une admiration pour la jeunesse, bien sûr. Et comme vous l'avez dit, il arrivait à 26 ans. Il avait déjà une expérience de maison frite étoilée assez incroyable. Il a vécu déjà dans une autre maison à l'étranger ce cap de 2 à 3 étoiles. Ça vous donne un peu déjà quand même l'idée du CV. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre mot que j'aime la jeunesse. C'est, comme vous l'avez traité de bébé, c'est trop chouette de savoir qu'il y a un bébé qui va reprendre le flambeau. Alors, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Laurent Petit de vous? Eh ben, je me suis laissé pousser la barbe justement pour éviter d'avoir l'air moins juvénile. C'est vrai en plus. Non, forcément, à la fois, je suis très touché de ces mots, à la fois la relation qu'on a. On parle de transmission, on travaille à 4 avec Franck, Laurent et Martine depuis maintenant plus de 3 ans, enfin depuis 6 ans, mais depuis 3 ans réellement à 4 pour préparer cette transmission. Donc voilà, parce que ça s'est pas fait au dernier moment. Hein. Non, c'était dans les tuyaux dès la 3e étoile, Laurent Petit. En fait, dès que vous avez décroché la 3e, vous avez commencé à penser à la succession. Oui. J'y pensais même avant de la décrocher. Ça, je leur avais pas dit aux jeunes quand même. Non, pour pas les décourager. Mais dès qu'on a décroché, oui, c'était un deal entre Martine et moi. C'est ça. On a trop de talent autour de nous là. Il faut leur laisser la place. Non, mais c'est merveilleux, hein, parce qu'il y a tellement de, on va dire, de vieux artistes, de vieux chefs, enfin de vieux qui s'accrochent hein, quand ça pousse derrière. C'est bien de savoir pas faire le match de trop, peut-être aussi. Exactement. On a quelques exemples. Hein, donc, on sait qu'il ne faut pas le faire, le tour de trop, en effet, comme tu dis. Alors, Thomas, ce qui est incroyable, c'est que, d'abord, il y a beaucoup de jeunes sommeliers qui sont aussi, dont la voie normale est parfois de devenir le directeur de salle, puis directeur du restaurant, etc. Maintenant, des sommeliers qui s'installent et qui deviennent restaurateurs, c'est très rare. Hein, sauf dans des bars à vin, vous me direz, hein, parce que c'est vrai, absolument. Mais dans des restaurants étoilés et multi-étoilés a fortiori. Et alors, ce qui est encore plus rare, c'est cette alliance à 50-50 avec un chef, hein, parce que Franck et vous reprenez l'affaire tous les deux. Absolument, ouais. Mais je pense que ça image un petit peu le quotidien de la maison déjà, hein, la manière dont on travaillait déjà Franck et moi ensemble, la manière dont le chef et Madame Petit ont toujours travaillé aussi ensemble, parce que finalement c'était pareil, c'était un 50-50 qui les a emmenés à construire cette maison qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Et finalement c'est un couple, c'est un nouveau couple qui reprend, qui consolide un petit peu les idées, on va essayer de les amener encore plus loin. On va rendre cette maison encore plus vertueuse qu'elle ne l'est. Et bien évidemment, c'est un parcours qui est un peu atypique, mais en même temps, plus j'ai avancé dans ce métier et plus j'aime le métier de la restauration au sens noble du terme. Et de la réception, quoi. Exactement, d'accueillir. Voilà, le chef parle souvent que voilà, lui, c'est un aubergiste avant d'être un cuisinier. Et je pense que c'est aussi la relation un peu paternaliste professionnelle que j'ai avec lui. C'est aussi parce que je comprends tout à fait ce qu'il veut dire là-dedans. J'adore la cuisine et je suis rentré par la porte de la cuisine dans ce métier. Je me suis orienté vers la sommellerie. J'y ai trouvé un attachement depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord. Sauf que j'aime ce métier pour le bonheur qu'il crée, j'aime ce métier pour les moments d'exception qu'il apporte, et finalement la sommellerie dans tout ce rôle qu'un restaurant comme le nôtre joue est une partie de l'expérience, mais n'en est qu'une partie, et c'est vrai que j'aime
j'aime la globalité du métier. Vous avez dit à peu près 45 fois j'aime. C'est bien, hein, c'était un très bon début d'aimer, hein, effectivement. Exactement, c'est ça, ouais. Mais passez-moi Franck Derouet parce que j'ai des questions un peu culinaires à lui poser avant de se quitter. Franck, quand on est le chef du chef, hein, parce que c'est un peu ça, on est dans les traces, et que tout d'un coup on est lâché comme chef unique du restaurant. Alors on se doit quelque part de porter un petit peu l'héritage de la cuisine de Laurent Petit, mais en même temps je pense que vous avez envie d'exprimer vos propres désirs et vos propres aspirations en cuisine. Comment vous réalisez cette alchimie vue d'ici? Je pense que ça va se faire avec le temps, mais toutes ces années qu'on a travaillé ensemble avec Laurent, Martine et Thomas, on a déjà tellement cautionné ce parcours. Mais vous aimez pas la viande, par exemple? On n'a jamais dit qu'on n'aimait pas la viande, attention. Non, mais ce que je veux dire, on sait bien que Laurent est connu pour sa cuisine végétale, très très végétale. Oui, Est-ce que vous allez réintroduire plus de produits carnés? Non, c'est une question que je pose de clients, hein. Oui, on peut y réfléchir, mais nous, on aime aussi le végétal. On va forcément continuer sur ce qu'on a fait depuis des années. On va appuyer le propos. On est engagé dedans. Il est hors de question qu'on balaye ce qu'on a fait depuis des années. Hein. Je me doute. Au contraire. Je me doute. Surtout que c'est pas terminé. C'est quand d'ailleurs le passage de témoin, Laurent Petit, et la date exacte où vous allez quitter la cuisine et le resto? Le premier lundi de l'année, le 2 janvier. Le 2 janvier. Donc on passe les fêtes avec vous. Vous serez au resto 24/24 pour recevoir tout le monde, tous ceux qui veulent vous dire qu'ils vous aiment et qu'ils n'ont pas envie que vous partiez, mais c'est trop tard. C'est ça? Trop tard. C'est déjà trop tard, je crois. Bon, et puis je ne crois pas trahir un secret en disant que vous avez fait des conditions, on va dire, supportables, parce que quand on est jeune, qu'on s'installe, qu'on n'a forcément pas les sous, il faut être suivi, hein, il faut être suivi par les banques. On se doute que c'est un bel investissement. De reprendre une maison comme ça. Ça induit dans le mot transmission. Oui, bien sûr, hein, parce que ça vaut quelque chose, hein, tout le travail d'une vie et les étoiles accrochées en plus. Je vous souhaite surtout que tout se passe bien dans votre nouvelle vie, dans cette retraite heureuse du côté de la Haute-Marne, Laurent Petit. J'espère que vous continuerez à faire la cuisine pour les amis, où que vous soyez sur le plateau de Langres, avec, comme vous le disiez, les poissons de rivière, cendres, silures, ce que vous trouverez dans la Saône et autour. Et les ablettes, hein, bien entendu. Voilà. Merci messieurs, on vous souhaite un très très beau succès à partir de 2023, que le Clos d'Essence continue, que les étoiles restent accrochées et que les clients soient nombreux. Merci à vous deux. En attendant, on va s'intéresser aux actualités. Évidemment, vous avez le journal de 11h qui arrive et tout de suite après le journal, vous retrouverez Alexandre Devecchio en toute vérité. Puis ce sera au tour de Nathalie Schrein-Guirma et ses belles entreprises françaises. Nous, on se retrouve pour faire le marché la semaine prochaine. On sera en montagne, je ne vous en dis pas plus.